a lancé les premières applications dans l'App Store en France. Elles étaient faites par Creactive à l'époque. La numéro 2 à être lancée, c'est l'application du Parisien. On était sorti peut-être 2 semaines après Le Monde, mais qui lui avait un deal avec Apple. Nous, on avait 0 deal. C'est vous qui avez fait l'application du Parisien? C'est ça, ouais, tout de suite. Donc, on était partout. Et après, on a enchaîné sur Creactive, ça a enchaîné les applis. Parce qu'il y avait une sorte de course de vitesse à faire pour capter l'audience le plus rapidement possible. Anthony Kunz, vous êtes président et fondateur de l'entreprise DigiSchool, une suite d'applications éducatives utilisées par plus de 3 millions de Français mensuellement. Entrepreneur en série, vous lancez préalablement DigiSchool Creactive, un studio digital spécialisé dans la création d'applications mobiles qui a grandi très vite aussi pour atteindre 10 millions de chiffres d'affaires annuels. Anthony Kunz, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci. Et Anthony, on va s'attarder à votre parcours aujourd'hui et davantage, je dirais, à DigiSchool. Donc, est-ce que ça serait possible peut-être pour toi de nous expliquer spécifiquement qu'est-ce que DigiSchool et quel type de clients vous aidez au quotidien? DigiSchool, aujourd'hui, c'est une suite d'applications éducatives. Donc, à l'instar de ce que pourrait être Microsoft Office dans la bureautique, avec Word, Excel et compagnie. Mais nous, on fait exactement la même chose, mais dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et au lieu d'avoir Word, Excel, Outlook, nous, on va avoir des outils qui vont préparer au code de la route, au TOEIC, pour préparer également son bac, son brevet en France, etc. Donc, c'est ça le claim de DigiSchool, avec la petite particularité d'être aussi bien accessible sur le web que sur le mobile en natif. Parce qu'on a à peu près 60% de nos utilisateurs qui sont sur mobile aujourd'hui. Intéressant. Et bon, on peut voir que ton histoire en affaires, Anthony, commence, si je me trompe pas, en 2004. C'est le lancement de Creactive. Tu lances à ce moment-là cette organisation-là, une organisation que tu es toujours impliqué. Ce qui est très intéressant, c'est que tu avais travaillé, toi, de ton côté, corrige-moi si je me trompe, 4 ans dans une organisation d'intelligence artificielle avant de lancer Creactive et d'être à ton compte. Peut-être que tu pourrais nous ramener au début des années 2000, au début du lancement de Creactive et nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à faire le saut et à vouloir lancer ta propre entreprise? Alors, j'ai toujours voulu créer mon entreprise. Je pense que c'est depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours voulu être un peu maître des choses et pouvoir m'exprimer, donc construire. Quand j'étais petit, j'ai joué longtemps au Lego, donc j'aime bâtir des choses. Pour autant, j'avais pas forcément les moyens financiers ou l'environnement familial me permettant de franchir le pas tout de suite en sortant des études. Et je me suis lancé à l'époque, c'était dans l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on va dire que tout le monde en parle et c'est un peu hype. Mais l'intelligence artificielle, ça fait bien longtemps que ça existe. Et j'ai travaillé pour une compagnie qui existe toujours, qui était basée à Aix-en-Provence et qui était spécialisée dans l'optimisation des process pour des grands comptes. J'ai travaillé notamment dans les transports frigorifiques européens, donc c'est des routiers. J'ai travaillé également dans les terminaux de Normandie, donc c'est pour optimiser les conteneurs, etc. Donc différents sujets où l'intelligence artificielle était déjà utilisée. Donc avant, on parlait de programmation par contrainte, contrainte forte, contrainte linéaire. Il y avait des moteurs de règles. Et on travaillait notamment avec un éditeur, je me souviens, qui s'appelait eLog. Donc qui se fait racheter, je crois, depuis par Oracle, quelque chose comme ça, qui était très connu et qui avait créé les premiers moteurs, on va dire, du marché à l'époque. Et finalement, ton envie de te lancer à ton compte vient à un certain moment quand tu travailles là-bas? Est-ce que c'est clair peut-être après 1 an, 2 ans que tu feras pas nécessairement long feu dans l'organisation et que tu as envie de lancer ta propre entreprise? J'ai essayé de lancer mon entreprise dans l'organisation dans laquelle je travaillais. Donc j'avais proposé des outils d'optimisation, donc utilisant aussi l'intelligence artificielle dans 2 domaines. J'étais dans la gestion de patrimoine et l'autre c'était dans les plans médias, parce que je pensais qu'on pouvait optimiser les plans médias digitaux via de l'algorithmie, on va dire. J'avais pu lancer ça pendant 3 mois, mais après, il fallait bien avoir quelque chose de rentable et j'étais rattrapé par mon patron pour aider sur un autre projet. Et c'est là que j'ai vu les limites de dire, voilà, même quand on a des bonnes idées, etc., c'est pas forcément le sujet de l'entreprise dans laquelle on travaille.
Donc j'ai pas pu m'exprimer comme j'ai voulu. J'ai déjà tenté au début de faire dans l'entreprise plutôt que de faire tout seul. Et donc, Créative, est-ce que tu le lances tout seul à un certain point? Est-ce que c'est peut-être un ultime événement dans l'organisation qui dit, là, c'est le temps, là, c'est moi qui va me lancer ma propre entreprise? C'est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, je travaillais dans l'intelligence artificielle et quand on expliquait ça à ses camarades, à sa famille, personne ne comprenait rien. Donc du coup, je voyais que j'avais pas forcément un métier qui était très passionnant, en tout cas pour échanger autour des dîners. Hein. Qu'est-ce que tu fais? 19 ans plus tard, c'est autre chose, Voilà, hein? 19 ans plus tard, c'est autre chose. Mais à l'époque, j'optimise des tournées, je fais des calculs intelligents, bon bref. Et du coup, il y avait l'avènement de l'internet qui commençait à bien pousser à cette époque-là. Et comme j'ai un esprit un peu tordu, je pouvais pas aller dans l'internet en faisant simplement des sites internet. À l'époque, je voyais qu'il y avait beaucoup de sites internet. Je dis bon, ben j'ai pas les moyens de me battre contre des agences web existantes déjà, etc. Donc, il faut absolument que je trouve une niche pour y aller. Et cette niche, à l'époque, hein, donc on est en 2004, c'était ce qu'on appelait les flux RSS. C'était la capacité pour moi de rendre accessible une information sur tous les écrans connectés. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Donc, c'était un peu abstrait. Mais du coup, j'ai créé mon entreprise sur ce paradigme-là en me disant, ben, je vois pas pourquoi Internet, c'est un site Internet. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est créer une raffinerie. Donc, je disais que les flux RSS et le contenu, c'était mon pétrole et que j'allais raffiner ce pétrole et le distribuer dans des stations-service. Et les stations-service, à l'époque, ça pouvait être aussi bien des réseaux sociaux. Donc, on parlait encore de MySpace, il y avait le début de Facebook. Mais surtout, il y avait NetVibes et iGoogle, qui étaient des agrégateurs de flux RSS personnalisés. Donc, j'envoyais les flux là-dedans. Il y avait tout ce qu'on appelait la période des widgets. Donc, on avait créé une techno qui permettait à n'importe quel éditeur d'envoyer son contenu sur tout un tas de carrefours d'audience. Et parmi ces carrefours d'audience, à l'époque, donc là on est plutôt en 2007-2008, arrivaient les premiers smartphones avec Apple. Et donc on avait fait notre première coquille pour envoyer des contenus directement dans les smartphones et compiler une appli directe. Vous deviez être dans les premiers à avoir une approche de la sorte. C'est exactement ça. On a lancé les premières applications dans l'App Store en France. Elles étaient faites par Creative à l'époque. On a la numéro 2 à être lancée, c'est l'application du Parisien. On était sorti peut-être 2 semaines après Le Monde, mais qui lui avait un deal avec Apple. Nous, on avait 0 deal à l'époque. Et donc, du coup, c'est vous qui avez fait l'application du Parisien? C'est ça, ouais, tout de suite. Donc, on était partout. Et après, on a enchaîné sur Creative, ça a enchaîné les applis. Parce qu'il y avait une sorte de course de vitesse à faire pour capter l'audience le plus rapidement possible. Incroyable. Et bon, donc, vous aviez prévu le coup, vous grandissez. Et je pense à un certain point, Anthony, tu me disais ça dans un autre appel, tu vois tes clients grandir, tu vois ce que tu es capable de faire pour tes clients et tu as peut-être envie de les imiter, là, tes clients. C'est exactement ça, parce que quand on est dans un modèle, on va dire, de SN, alors c'est plaisant parce que on travaille pour des grandes marques, sur des grands projets, avec beaucoup d'intérêt, puis certains moyens, mais on maîtrise pas toute la chaîne de valeur. Donc, toujours pareil, la petite frustration de pas pouvoir tout faire, de pas pouvoir tout voir. Et c'est là que je me suis dit, fin 2011-2012, ça serait bien en plus d'être une ESN, d'être en même temps un éditeur. Donc, d'éditer nos propres solutions pour voir toute cette chaîne de valeur et profiter au maximum de ces carrefours d'audience, quoi. Et pourquoi se lancer dans l'éducation, entre parenthèses, digitalisée? 2011-2012, ça devait pas être, encore une fois, tellement populaire. Tout ce qui est éducation en ligne, vous deviez être, encore une fois, dans les premiers. Quel élément te poussait à dire, ça peut être une niche intéressante ou est-ce qu'il peut y avoir une entreprise pérenne à travers le temps? Oui, je crois pas que les Duolingo, etc., faisaient beaucoup de bruit à cette époque-là. Le premier, il y avait plusieurs paradigmes, mais le premier, c'est que nous, on trouvait que dans l'éducation, c'était un des rares secteurs où la technologie n'avait pas beaucoup percé. C'est-à-dire qu'on allait dans l'e-commerce, il y avait quand même déjà des choses qui étaient présentes. Dans tout un tas d'autres domaines, il y avait de la technologie. Et les deux où il me semblait qu'il n'y avait pas de technologie, c'était l'éducation et la santé. Et l'éducation me semblait un peu plus simple à aborder, parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes réglementaires et juridiques. Donc c'est un peu le premier point d'accroche. Puis le deuxième, c'était de dire que pas tout le monde avait un ordinateur, mais qu'à terme, alors pareil, c'était un peu la vision, tout le monde aurait un smartphone et surtout les jeunes. Donc on s'est dit, tous les jeunes auront une technologie dans la main, leur permettant d'apprendre très rapidement. Donc ça me semblait hyper intéressant de développer un écosystème applicatif
à cette époque-là, centré principalement sur le smartphone. Intéressant. Et bon, j'ai eu récemment sur le podcast Wilfrid Granier, qui est fondateur de l'organisation Superprof, qui est un peu une place de marché, qui est capable de mettre en relation des professeurs avec des étudiants qui veulent apprendre. Il a bâti une très, très belle organisation à travers le temps. Et pourquoi j'amène ça à ton attention, Tony, c'est qu'il nous disait, quand il a lancé le tout, il est allé acheter plusieurs médias, plusieurs actifs numériques pour bâtir sa base de données de professeurs. Je pense qu'à un certain point, vous avez pris une approche similaire. Vous avez fait des acquisitions de certains médias au départ. Peut-être tu pourrais nous dire un peu comment tout ça s'est lancé avec DigiSchool? C'est que au début des build-up, des petits build-up, où effectivement, au début, il y a Créactive, donc on n'a pas d'audience, on n'a pas de site internet, on n'a pas de marque dédiée à l'éducation. Donc là, on crée la marque, mais après, une marque sans audience, c'est compliqué. On n'avait pas forcément les moyens de dépenser beaucoup d'argent en pub, en médias, etc. Donc, il nous fallait de l'audience avec du trafic organique. Donc c'est là qu'on a commencé à acheter au début des sites internet, parce qu'il n'y avait pas d'application à vendre à cette époque-là déjà toute faite. Donc on a dit on va acheter des actifs web, 1 pour leur audience, 2 pour leur contenu et 3 pour nous permettre de les digitaliser, les transformer également sur un modèle applicatif. Donc c'est là qu'on a fait plusieurs achats. On a racheté au début un site qui s'appelait Média étudiant, et puis après on en a racheté tout un tas d'autres, juste avoir une base on va dire d'utilisateurs assez significative et pouvoir avoir notre modèle économique qui tourne assez rapidement. Et très rapidement, avec ces médias numériques-là un peu, quelle est l'approche que vous prenez? Est-ce que rapidement, vous voulez les envoyer vers un autre site Internet? Est-ce qu'on garde les gens sur ces mêmes sites-là et on commence à peut-être même bâtir un modèle d'affaires pour vendre de l'espace publicitaire? Quelle a été peut-être la stratégie subséquente aux acquisitions avec ces différents médias? Alors, à l'époque, l'idée était de dire, il n'y avait pas la notion un peu comme aujourd'hui de modèle freemium, etc. L'Internet était très, très gratuit. Donc, on a développé un modèle d'affaires basé sur la publicité. Une publicité, on va dire, à 99% orientée vers des écoles d'enseignement supérieur privé. Donc, des écoles dont le besoin est de cibler des jeunes et faire connaître leur marque. Et nous, dans nos acquisitions et dans la façon dont on a construit à l'époque l'écosystème DigiSchool, c'était de créer des sites internet de niche dédiés et qui offrait deux éléments à nos annonceurs. Un, une affinité parce que les gens qu'on touchait étaient des jeunes. C'est-à-dire que quand on faisait un jeune, par exemple, un site qui va aller parler de marketing étudiant, on avait un site qui s'appelait marketing étudiant, mais forcément, le nom de domaine parlait de lui-même. C'était pour tous les étudiants en école de commerce qui voulaient avoir plus de contenu pour réviser et préparer leurs études. Donc, on avait une affinité à la fois sur la cible, mais aussi une affinité d'usage. Ça veut dire que les jeunes qui étaient sur nos sites faisaient que réviser, donc aller chercher de la ressource pédagogique. Donc, on dit, nous, on vous vend une double affinité, donc vous avez intérêt à vous afficher sur nos supports. Et comme ça, quand une personne va aller sur notre support, elle va voir la publicité d'EM Lyon, par exemple, du coup, vous aurez un clic assez rentable. Donc, tout est parti de là. Donc, on a après multiplié les sites dédiés à chaque fois en fonction de nos annonceurs. Et est-ce que c'était clair dans votre tête que, ultimement, vous alliez garder plusieurs entités distinctes ou vous vouliez davantage tout ramener vers un seul et même brand? C'est devenu de plus en plus clair vers les années 2020. C'est-à-dire qu'au début, on était plutôt sur une stratégie de une niche, une marque hyper dédiée, etc. Sauf que de nos jours, et ça marchait bien avec l'algorithmie Google de l'époque, avec le SEO de l'époque, mais maintenant on voit qu'il faut avoir une marque très puissante pour ressortir. Et donc du coup, il était important qu'on recentre tout autour de la marque DigiSchool, donc qui était la marque qui existait depuis le début. Et maintenant, ça devient vraiment la marque principale du groupe. Et comment qu'on fait cette transition-là? Parce que j'imagine qu'il y a quand même un certain travail de se dire, là, on passe de plusieurs plateformes qui, théoriquement, ont quasiment leur propre modèle d'affaires, leur propre entité en soi, qui ramènent de l'argent à l'organisation, à prendre tout ce trafic-là et tranquillement vouloir le retransférer sur la structure principale qui, elle, va devoir devenir un petit peu plus pérenne à travers le temps. Comment qu'on s'y prend? Alors là, ça peut être un petit peu chaotique. Ça veut dire que on n'est pas les seuls à avoir été dans cette situation. La première chose, c'est que on était au bout de 10 ans
il y avait quand même beaucoup de dettes techniques. Ça veut dire plein de sites, mais pas forcément développés avec les mêmes technologies, avec la même finesse, etc. Donc tout ça a été assez dur à rapatrier. Donc du coup, on s'est lancé en 2020 un grand chantier de rationalisation à la fois technique et à la fois de branding. Et effectivement, on a dû être on a courbé un peu le dos pour le faire méthodiquement, site par site, service après service, parce que sinon c'est quasiment impossible. Et bien évidemment, au milieu, il y a de la perte, mais il faut l'assumer. Ça veut dire que les redirections, toutes ces petites choses-là, parfois ça marche, parfois ça marche moins bien. Donc il faut l'accepter en disant le but final est supérieur aux petites pertes qu'on peut avoir pendant un temps. C'est assez laborieux, Mmh. mais essentiel. Et je pense que tu as parlé de 2020. Tranquillement, à partir de 2020, il y a aussi une évolution de votre modèle d'affaires. Vous vendez plus simplement de la publicité. C'est tout est couplé. Ça veut dire qu'à partir du moment où on dit je vais diminuer un petit peu l'audience pour rationaliser la plateforme technologique, rationaliser la promesse de DigiSchool de façon claire pour tout à chacun, il nous a fallu en même temps changer de modèle économique. Et changer de modèle économique, c'est là où on est allé sur un modèle freemium qui nous a permis, de diversifier nos revenus. Ça, c'est très important pour des boîtes de notre taille. Et puis, la deuxième chose, c'est d'arriver sur des contenus encore plus qualitatifs. Ça veut dire que quand on est dans une stratégie de pure audience, on peut faire des contenus qui sont UGC avec la communauté qui va poster des devoirs, des documents, etc. Et si la qualité est pas terrible, c'est pas grave. L'audience est là. Par contre, dès qu'on passe dans un modèle freemium, ça veut dire qu'il y a le free, mais il y a aussi le mium. Et dans le mium, il faut que ce soit hyper quali parce que là, les gens, quand ils payent, ils sont intraitables. Donc, on a Les dû attentes sont différentes. absolument, on a dû monter en qualité et donc on a multiplié les partenariats avec des maisons d'édition. On travaille notamment avec Hatier, Fouché. On a travaillé avec Nathan. Là, on travaille aussi avec les éditions Belin, avec Vibert. Enfin, tout un tas de maisons d'édition qui sont partenaires de DigiSchool pour apporter, on va dire, une qualité irréprochable sur les contenus parce qu'on est quand même sur la pédagogie. Donc, c'est essentiel. Parce que, juste pour être certain ici, vous n'êtes pas en charge de la création de contenu. Vous allez davantage être le distributeur ici, mais tout ce qui est création des contenus, tout est fait en partenariat, tout est fait avec des acteurs externes ici. Alors, c'est les deux. Ça veut dire que surtout, C'est les deux. c'est les deux. Ça veut dire pour tout ce qui est contenu froid, ça veut dire qu'on est allé voir nos partenaires éditeurs et je leur ai dit Pythagore, c'est Pythagore. Il y a peu de chances que ça change cette année et l'année prochaine. Donc, j'ai pas de valeur ajoutée à le faire. Donc, il y a plutôt intérêt à dire, comme vous le faites déjà, partageons les revenus. Comme ça, vous allez même gagner un petit peu sur les revenus que génère DigiSchool. Par contre, sur tout ce qu'on appelle contenu chaud, donc les exercices, les quiz, les vidéos, là, on les produit en propre. Donc, on a deux productions parallèles. Mais vous êtes dans tellement de catégories différentes, c'est-à-dire que vous avez besoin d'énormément d'acteurs dans le domaine pour rester à l'affût, pour donner les bons contenus. Est-ce que ça, c'est des gens qui font partie de votre équipe ou c'est des contracteurs externes qui vont venir vous donner un coup de main? Alors nous, on a une responsable pédagogique avec une équipe pédagogique qui effectivement gère un pool, on va dire, de contributeurs, souvent des profs à la retraite ou des profs en exercice. On en a à peu près 200 et qui peuvent nous apporter leur expertise en complément du travail qu'ils font à côté. Intéressant. Et bon, peut-être si on pouvait donner un peu d'apprentissage à l'audience, vous êtes passé d'un modèle publicitaire à un modèle freemium, un modèle d'abonnement. Qu'est-ce qu'on doit prévoir pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont peut-être un modèle de la sorte et ils pensent à faire une transition? Quels sont les apprentissages que vous avez faits de cette transition de votre côté? Quels sont les bons, les moins bons coups que certains d'entre eux, vous allez refaire dans le futur peut-être, mais certains, vous auriez aimé le savoir avant pour éviter ces erreurs-là? Il y a plusieurs choses. Il y a des choses déjà dans notre plateforme. Il faut savoir que nous, on a fait beaucoup d'investissements technologiques. Donc, notre technologie, on va dire, qui s'appelle Continuum, qui est une technologie de rapid learning. C'est la capacité à déployer rapidement une verticale web et mobile pour préparer à quelque chose. Donc, préparer son TOEIC, préparer son TOEFL, préparer le code de la route, que sais-je. La première brique essentielle, c'est d'avoir un bon SSO. Parce que la problématique, c'est que les gens peuvent se connecter et venir de partout. Donc, il faut fédérer
un utilisateur qui viendrait de l'iPhone et qui ensuite irait sur son desktop. Mais l'autre point, c'est la même chose pour les abonnements, pour parler plus particulièrement du modèle payant. C'est qu'il peut s'abonner sur Apple, mais le jour où il paye plus sur Apple, il faut qu'il soit aussi des abonnés sur le web. Et donc là, il y a toute une architecture à mettre en place pour synchroniser la gestion des abonnements, les briques de paiement, etc. Et là, on atteint un niveau assez intéressant dans la complexité. Donc tout ça, c'est pas évident à calibrer. On le mesure pas forcément au début, mais après, on voit que ça peut vite générer des petits effets de bord assez sympathiques. Donc ça, on l'avait pas. On disait, je m'abonne sur un smartphone, je m'abonne sur le web, mais c'est pas forcément si simple. L'autre point, c'est de bien calibrer la baisse de l'audience, donc la baisse des revenus publicitaires par rapport à le gain que je vais avoir en abonnement. Ça veut dire que si vous passez d'un site qui fait 1 million de vues, et il passe d'un coup à 100 000 vues, du coup, vous avez intérêt à avoir un modèle premium qui compense automatiquement la perte d'inventaire que vous allez avoir. Donc ça aussi, il faut bien calibrer cette transition et qu'elle soit le plus progressif possible, très très important. Et puis après, il y a les classiques dans les modèles payants, c'est de dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un utilisateur sur Internet paye, sachant qu'il y a beaucoup de ressources gratuites, il y a énormément d'éléments. Donc quelle est la plus-value, la valeur ajoutée que je retrouve pas ailleurs et qui fait que un utilisateur peut passer à la version payante. Ça, c'est pas évident. Intéressant. Et ça ressemble à quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui aide davantage la croissance de DigiSchool? Est-ce que c'est le modèle encore publicitaire? Est-ce que c'est le modèle par abonnement? Là, pareil, je répondrais les 2 puisqu'on a réussi à trouver un équilibre qui va bien, puisqu'on est à nouveau en croissance d'audience. Donc suite à tout ce qu'on a fait comme travail, on va dire un peu de destruction, mais pour mieux repartir par la suite. Mais ça fait ses effets bénéfiques, puisque là, au mois de novembre 2023, on a battu nos records d'audience qu'on n'avait pas depuis 2-3 ans. Donc ça, c'est le fait d'être reparti sur une structure, on va dire, saine au niveau technologique, au niveau SEO, surtout. La Google Search Console est notre meilleur ami. Pareil sur Apple et sur Android. Et après, nous, c'est le modèle intégré. Aujourd'hui, ce qui porte la puissance de DigiSchool, c'est le fait d'avoir choisi de tout concentrer sur une marque. Et ça, c'est important. Ça a des effets bénéfiques. Et notre système d'abonnement qui rend DigiSchool unique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un utilisateur peut s'abonner pour 7,99 par mois avec une profondeur de contenu de peut-être plus de 100 000 items, où il a tout pour préparer et réviser du CP au BTS. Il a tout pour préparer son code de la route auto, moto et bateau. Il a tout pour préparer les langues, puisque là, on vient d'intégrer, la dernière langue qu'on vient d'intégrer, c'est le coréen. L'arabe débarque en mars 2024. On a des préparations officielles au TOEIC. Là, on fait le français langue étrangère qui marche très bien également. Enfin, on a une profondeur de contenu. Je veux dire, maintenant, plus on rajoute des contenus, plus le retour sur investissement pour un abonné est important et bénéfique. Ça veut dire on propose tellement de choses que ça devient hyper intéressant. Est-ce que vous voyez un point d'inflexion que vous avez atteint à un certain moment donné avec plus de contenu qui est ajouté à la plateforme, plus que ça augmente le taux de rétention également? Est-ce que c'est des métriques que vous êtes capable de calculer un peu de votre côté? Tous les mois, on surveille ça. Justement, c'est ce qu'on attendait depuis plusieurs mois. Et dans le modèle, nous, ce qu'on cherche, c'est des points de traction. Et dans les modèles, on va dire, digitaux, c'est bien beau de faire des Excel qui emmènent le chiffre d'affaires sur la Lune, mais en général, ce chiffre d'affaires se base toujours sur des éléments basiques, l'audience, la transformation, le taux de rétention, etc. Et là, c'est vrai que depuis juin 2023, on a beaucoup d'éléments de traction qu'on surveillait qui ont été battus. Donc, on a battu notre record d'abonnés actifs payants mensuels. Ça, c'était en août 2023. Ou même, on s'y attendait pas forcément. Comme je vous disais, record d'audience en novembre 2023. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu, alors on vend aussi des sessions d'examen. Ça veut dire que les jeunes peuvent, et les moins jeunes d'ailleurs, peuvent préparer leur examen chez DigiSchool, mais en même temps, après, ils vont s'inscrire à l'examen. Donc, notamment à l'examen du code de la route ou à l'examen du TOEIC.
eh ben, on a battu notre record de vente d'examens en juillet 2023. Donc, tous ces petits, s'ils étaient pris individuellement, ça serait que des épiphénomènes. Ça serait pas très significatif de dire, bah, tiens, là, j'ai fait un pic, mais tout le reste est stable. Mais le fait d'avoir plusieurs voyants au vert en même temps, je dirais que c'est peut-être là qu'est le point d'inflexion de DigiSchool. C'est de dire, ben, comme j'ai plusieurs signaux verts en même temps, ben, ça veut dire que les choix technologiques, les choix stratégiques, de tout rebasculer sur une seule et même brand, simplifier le message, éditeur d'applications éducatives. Là, je le dis comme ça. Mais au début, je sais pas ce qu'on a dit comme baseline, on en a sorti un paquet. Ben là, ça y est, on commence à être résilient et assez clair dans ce qu'on est en fait, et du coup on le voit en taux de transfo. Bah tiens, bonne nouvelle pour vous et exclu, on vient de finir notre Black Friday, record de vente du Black Friday pour du e-school historique. Donc il se passe des choses et je pense que on n'a pas fait plus de choses que d'habitude en termes d'acquisition, etc. Donc ça veut bien dire que la plateforme est plus performante, les utilisateurs l'aperçoivent mieux, etc. Fantastique. Et bon, Anthony, tu es toujours dirigeant, peut-être pas opérateur, mais dirigeant d'entreprise créative, si je me trompe pas. Absolument. Donc Creactive, c'est une société que j'ai vendue il y a Elle 2 a été ans. vendue. Ouais, elle a été vendue il y a 2 ans et ils m'ont gardé, ouais. Ils m'ont gardé malgré tout. Donc effectivement, ça me permet de toujours avoir un œil aussi sur ce qui se fait dans des grands comptes, les dernières tendances au niveau technologique. Donc c'est important d'avoir malgré tout un point de contact avec l'extérieur, parce que si on est que dans son précaré, bon, on voit pas tout. Là, je vois des choses dans l'IoT, je vois des choses dans le luxe, je vois des choses dans plein de secteurs d'activité qui peuvent parfois nourrir la réflexion autour de ce qu'on pourrait implémenter sur DigiSchool. Est-ce que tu y mets beaucoup de temps ou davantage sur DigiSchool? Davantage sur DigiSchool, parce que DigiSchool, il y a besoin de plus de travail, hein, rechercher le modèle économique, etc. DigiSchool est au premier étage, Creactive est juste en dessous, au rez-de-chaussée. Donc j'arrive à courir entre les deux. Fantastique. Et peut-être avant qu'on passe à des questions personnelles, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui vous attend pour les 12, 24, 36 prochains mois avec DigiSchool? C'est ce qu'on est en train de modéliser aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a, bien évidemment, on est tout le temps plongé dans les business plans, etc. Mais là, on s'appuie sur les fameux éléments de traction dont je vous parlais. Donc on vise, alors le podcast s'appelle Hypercroissance. Je ne sais pas si on vise l'hypercroissance, mais en tout cas déjà dans notre modèle qui est le modèle des EdTech, on vise une bonne rentabilité, ce qui est pour nous très très important. Ça garantit notre indépendance et sur plein de sujets, notamment la EdTech, les modèles sont pas encore affirmés. Donc c'est pas évident de trouver un modèle dans notre secteur d'activité. Donc nous, pour l'instant, on a réussi, et donc c'est d'améliorer cette modélisation, donc cet équilibre typiquement du modèle économique, hein, basé à la fois sur entre guillemets, je vends du sourcing d'étudiants à des établissements d'enseignement supérieur, et pour tout ce qui est contenu à forte valeur ajoutée, je génère des abonnements. Donc comment je trouve cet équilibre-là? Il y a potentiellement et de plus en plus de l'internationalisation, puisqu'on avait fait le rachat d'une société qui s'appelait Mosalingua, spécialisée dans l'apprentissage des langues, qui a intégré DigiSchool. Donc du coup, on a du revenu, et de plus en plus de revenus qui est généré à l'international. On en fait en Allemagne, en Italie. Là, sur le TOEIC, on vient de lancer en Turquie. On a lancé des choses en Arabie Saoudite. Bon, bref, il commence à se passer des choses. Et donc ça peut être un bon élément, mais qui est possible que maintenant. Ça veut dire que comme la techno est stable, robuste, aujourd'hui, rajouter entre guillemets des contenus ou localiser des contenus ailleurs, ça devient assez simple. Le meilleur exemple, c'est que par exemple en Belgique, il y a l'opérateur qui prépare au code de la route, qui est le numéro 1 en Belgique francophone, s'appelle feuvert.be, utilise les technologies DigiSchool et les utilise a priori avec grand succès, aussi bien sur le web que sur le mobile. Mais nous, ça n'a pas été un effort important, puisqu'ils se sont basés sur les technologies sur lesquelles on travaille depuis 3 ans. Fantastique.
Des petites questions personnelles pour toi, Anthony, avant de terminer. J'aime toujours savoir ce que mes invités lisent pour s'inspirer dans le monde des affaires. Est-ce qu'il y a certaines lectures qui ont marqué ton imaginaire peut-être dans les 12 derniers mois? Non, je suis pas un très très grand lecteur. Je lis alors énormément la presse. Je suis Le Monde, Les Échos, mais presse même variée. Je vais lire même Mediapart. Enfin, pour avoir plusieurs points de vue pour tout ce qui est même conflit. Je vais aller télécharger Telegram et voir comment communiquent les deux parties à chaque fois pour me donner une petite opinion. Donc ça, j'aime beaucoup. Et le dernier grand livre que j'ai lu, c'était ce week-end, c'était Astérix le dernier. Euh, et que je conseille à tout le monde. Voilà, ça m'a fait bien plaisir. Voilà. Fantastique. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu plus? Podcast, alors moi j'écoute beaucoup. Je suis sur Spotify, hein, donc j'écoute pas forcément des podcasts, j'écoute beaucoup de musique. Si j'y vais, le dernier que j'ai dû écouter, que j'écoute pas mal, c'est Génération Do It Yourself, je pense sur. Bien sûr. Mathieu Stéphanie. Voilà, c'est celui-là que j'écoute le plus. Le reste, non, je peux pas dire que ce soit, mais sinon c'est plus de beaucoup de musique, ouais, variée. Fantastique. Et peut-être une routine avant de terminer. Est-ce qu'il y a une routine avant, pendant et après le travail que tu suis assez souvent? Alors, pendant le travail, ouais, ma journée de travail est très organisée, surtout le matin, puisque le matin, je fais le relevé de tous les compteurs, des campagnes publicitaires, du chiffre d'affaires réparti par plateforme, etc. Donc, j'ai des tableaux Google Sheet assez impressionnants, mais qui me permettent de donner la tendance et ça donne mon humeur de la journée. Est-ce que la journée d'hier a été bonne ou pas bonne? Et après, je peux commencer à travailler. Donc ça, c'est important. Et après, si avant le travail quand même, il y a une chose très importante que je fais, c'est j'emmène mes enfants à l'école. Et ça, je le fais autant que je peux. Donc ça, c'est hyper important pour passer un peu de temps. Et après le travail, j'ai repris le sport de façon assez intense, justement pour avoir la forme. Donc ça aussi, ça peut faire partie des routines. Merveilleux. Anthony, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si on veut en savoir plus sur DigiSchool, meilleur endroit pour vous rejoindre? digischool.fr, hein, ça sera le plus simple pour voir ce qu'on fait. Ça sera ça. Et puis après, ceux qui veulent me contacter, je réponds à tous mes contacts LinkedIn. Donc voilà. Merveilleux. On mettra un lien pour ton profil LinkedIn et pour digischool.fr. Super. Anthony Kunz, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Une histoire fascinante, celle de DigiSchool et également celle de Créactive. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.